de la communauté chez Brigade. On co-organise cet événement avec The Fork. Un grand merci à The Fork pour nous prêter les locaux. Aujourd'hui, on a la grande chance aussi d'avoir David Koski, chroniqueur France Bleu Paris, pour modérer cet événement. L'objectif vraiment, c'est de vous apporter tous les éléments, toutes les informations possibles que vous avez autour de l'organisation des JO quand on est professionnel à son compte. Prenez des notes et bien sûr, si vous avez des questions, on passera 10-15 minutes à la fin pour y répondre. David, je te laisse la parole. Ouais. Alors, normalement, ça devrait marcher. C'est ce qu'on appelle un micro Madonna. Parce que c'est Madonna qui a été la première, pour la petite histoire, ça n'a rien à voir avec le sujet, mais c'est pas très grave, à prendre ce genre de micro. Alors, moi, j'ai pas le corset, c'est pas hyper pratique, mais on va faire avec. Et on va passer ce micro-là à nos différents intervenants. Que je vais vous demander d'applaudir, s'il vous plaît, puisqu'on a pas mal de monde avec nous ce soir. Donc, alors, est-ce que ça fonctionne? Est-ce qu'on m'entend bien? Oui, ça va. Ouais, super. Donc, on a Brigade avec Justin Vanek, qui est directeur grand compte. Également The Fork, qui est représenté par Pauline Ravel, qui est directrice commerciale France, ou encore Cisco avec Olivier Leroy, qui est directeur des opérations JO 2024, qui a plein de secrets à nous donner. Je ne sais pas s'il pourra tout dévoiler, parce que je crois qu'il était en réunion avec la préfecture il y a encore peu de temps, et qu'il y a des choses qui vont être annoncées par notre gouvernement jeudi, mais on essaiera de vous en dire un maximum. Également Sunday, qui est représenté par Elora Barrette, qui est la directrice de projet, et puis le restaurant Les Rupins, dans le 10e arrondissement, avec son directeur Alexandre Monnier. L'idée de ce débat, de cette table ronde, c'est de vous apporter des éléments de réponse. Moi, j'ai la chance d'aller très régulièrement au restaurant, et ce que j'entends depuis quelques mois, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ferme? Est-ce qu'on va ouvrir? Est-ce qu'on étend nos plages horaires pour savoir si on va s'adapter? Est-ce qu'il y aura du monde chez moi alors que je n'ai pas d'événement olympique juste à côté de mon restaurant? Il y a énormément de questions qui se posent, et puis bien évidemment, concernant les renforts de personnel, on va essayer de répondre à toutes ces questions-là. Il y aura un moment de questions également de votre part, si vous avez des questions à la fin, si on n'y a pas répondu. Mais avant ça, on va demander à nos invités de se présenter eux-mêmes, parce qu'en général, ils le font toujours mieux. Bonjour à tous, du coup Elora, moi je représente Sunday, je suis directrice de projet. Et Sunday, pour ceux qui ne connaissent pas, donc nous on propose des solutions de paiement et on est spécialisé dans la restauration. Donc on a 3 produits phares, le paiement à table avec les QR codes, la commande aussi directement à table et les TPE connectés. Et le point commun de ces solutions de paiement, c'est qu'on apporte de la valeur à chaque fois qu'un paiement est fait. Et notamment avec les pourboires, on vient multiplier entre 3 et 5 fois les pourboires. Pareil sur les avis Google et de façon plus générale, on apporte beaucoup de confort au staff et aux restaurateurs parce qu'on est connecté directement à la caisse et donc les paiements s'en vont en temps réel. Eh ben, on va poursuivre avec Cisco. Ça va être mieux comme ça, hein, parce que Madonna, ce sera vraiment pas pour ce soir. Alors, moi c'est Olivier Leroy, donc je travaille pour le groupe Cisco. Alors Cisco, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est récemment, ils ont opéré dans la fusion de Break Avigen, donc vous connaissez peut-être plus de nom en 2018. Donc Cisco, c'est le numéro 1 mondial dans la distribution agroalimentaire en RHF. C'est un concurrent majeur de Metro, Pomona et Transgourmet. Et donc moi, j'interviens dans l'organisation des Jeux Olympiques dans différents domaines, l'aspect opérationnel, commercial, ressources humaines, de manière à bien mobiliser les équipes en interne autour de cet événement unique, hein, puisque, on ne va pas entrer dans les détails tout de suite, mais les derniers Jeux Olympiques à Paris ont été organisés il y a 100 ans, précisément, c'était en 1924. Donc voilà, par définition, ça reste un événement unique, on n'a pas toujours la chance de vivre dans sa vie, nous, on en a la chance, donc il faut faire vivre l'événement comme il le mérite. Voilà. On va poursuivre avec Brigade. Oui, enchanté, Justin Vanek, je suis directeur grand compte de Brigade et je coordonne aussi en interne au sein de l'entreprise la task force qu'on a mis en place pour la période des JO. Brigade, nous, on contribue à notre échelle à résoudre la crise des vocations et la pénurie de talents dans la restauration. Concrètement, on connecte des professionnels indépendants avec une communauté de restaurateurs, de restauration commerciale, collective, rapide. De manière assez concrète, c'est aujourd'hui 20 000 professionnels qui sont inscrits pour réaliser des missions de courte et moyenne durée auprès de restaurateurs, un peu plus de 10 000 établissements qui nous utilisent et 15 000 missions réalisées chaque mois sur la plateforme. On parle de missions de quelques heures ou quelques jours, ce qu'on appelle les missions de renfort. Voilà, donc, je suis très très heureux d'être avec vous ce soir. Il y a quelque chose qui risque d'être utile durant la période des JO d'ailleurs.
notre restaurateur de ce soir qui va être un peu le porte-parole des angoisses de tous les restaurateurs Exactement. Exactement. Alors moi je suis Alexandre, directeur et propriétaire du restaurant Les Le Pain, dans le 10e. Je ne suis ni client de Sunday, ni client de Cisco, et ni client de Brigade. Qu'est-ce que vous attendez? Mais Pauline peut en témoigner, on a été récompensé d'une place de premier du top 100 France au mois de janvier. Et donc du coup, je suis très heureux de venir témoigner, mais en simple confrère. Il n'y aura pas de contrat signé à la fin de la soirée, visiblement. Justement, The Fork également avec nous ce soir, qui nous accueille. Merci dans leur à locaux. tous d'être présents. The Fork, pour ceux qui ne connaissent pas, on est la première application pour réserver un restaurant partout en Europe. On est présent dans 12 pays. On travaille avec 55 000 restaurants partenaires. Et effectivement, Les Le Pain étant le premier du top 100 en France. On a plus de 40 millions de personnes qui ont téléchargé notre application. Et le but, c'est de vraiment mettre en contact les restaurateurs, les foodies qui ont envie de trouver le bon restaurant au bon moment. Et nous aussi, on a effectivement plein d'interrogations sur tout ce qui va se passer dans les JO. On a une partie de réponse, mais pas tout. Donc on est vraiment ravis de vous avoir ce soir. L'idée, c'est vraiment d'arriver tous ensemble à vous donner des réponses. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Les JO, vous le savez, ça va être très agité. Une semaine noire, on va expliquer ce que c'est dans un instant. Ça fait tout de suite un peu peur. Du 19 au 26 juillet. Ensuite, les JO du 26 juillet jusqu'au 11 août. Les Paralympiques du 28 août au 4 septembre. On peut attendre environ 11 millions de personnes qui vont venir sur la période des Jeux Olympiques. Les Paralympiques, environ 4 millions. Faut savoir que d'ordinaire, on a à peu près 6 millions de touristes qui viennent dans notre région chaque été. Sauf qu'en général, c'est réparti 50-50 entre les Français et les étrangers. Là, on risque d'avoir beaucoup plus de Français, peut-être bien 85%. Qu'est-ce que ça va changer? On sait qu'on aura également une grosse concurrence street food avec les fan zones. Ça aussi, ça peut changer un petit peu certaines données. Il va falloir adapter les horaires. Et je vous propose de commencer directement avec notre ami de Cisco sur notamment les différents niveaux de sécurité, puisqu'on parle de 4 niveaux de sécurité. Toi, tu étais en réunion il y a peu avec la Confédération des grossistes de France, le CGF ainsi que la préfecture. Tu vois régulièrement le COJO. C'est quoi ces 4 niveaux de sécurité? Est-ce qu'on va pouvoir circuler, prendre la voiture? Est-ce qu'on pourra faire des livraisons Uber, des Deliveroo? C'est aussi pour certains restaurants jusqu'à 70% de leur chiffre d'affaires, notamment dans la street food. Comment ça va se dérouler? C'est quoi ces 4 zones? Dans le dispositif de sécurité tel que nous l'a réexpliqué à maintes reprises le gouvernement, donc effectivement il y a dans le périmètre, vous avez 4 niveaux de couleurs, les zones grises et noires, qui sont les sites de compétition à proprement parler, donc on y accédera à la condition d'être muni de billets, en tant que citoyen. Les professionnels qui doivent intervenir pour livrer au sein de ces périmètres grises, gris et rouges, enfin gris et noirs, excusez-moi. Là, ça sera soumis à des accréditations délivrées par le comité d'organisation des Jeux Olympiques. Et après, vous avez 2 autres périmètres qui sont périmètres rouge et bleu, là, qui sont à des niveaux de contrainte allégés, mais qui seront accessibles pour les professionnels que nous sommes en livraison, par l'obtention de QR code pour les véhicules, pour les chauffeurs, ça c'est pour la partie zone rouge, et pour la partie zone bleue, pour tous les professionnels, que ce soit les livreurs comme les acteurs économiques qui ont des boutiques, des restaurants, des salariés par exemple. Pour les zones bleues, ce sera juste des présentations de justification qui viennent attester ou justifier votre présence au sein d'une zone bleue. La zone bleue, elle interdit que le transit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas la traverser à titre sans impératif professionnel. Alors qu'à la différence d'une zone rouge, elle interdit complètement l'usage des véhicules motorisés. Les seules exceptions autorisées, c'est pour les riverains qui effectivement habitent dans zone rouge, les professionnels qui travaillent dans les restaurants, les boutiques dans les zones rouges, et les acteurs de la logistique. Donc tous ces gens-là seront autorisés à accéder aux zones rouges, donc en demandant des QR codes dérogatoires délivrés aux véhicules et aux chauffeurs. Et ça, il y a une plateforme numérique qu'on va devoir s'enregistrer pour faire nos demandes, qui va être prêt et qui va sortir début mai par la préfecture de police. La zone bleue, elle est plus light au niveau contrainte et contrôle. La zone bleue, il y aura une libre circulation des piétons, des vélos de trottinettes, ça c'est valable pour rouge et bleu. Et pour les acteurs de la logistique, on aura simplement des contrôles aléatoires où on pourra, mais ce n'est pas obligatoire, montrer un QR code, également à obtenir via une plateforme d'enregistrement qui est différente de la plateforme de la préfecture de police. Là, c'est une plateforme LUJOP, livraison urbaine des Jeux Olympiques, qui
délivrera ces QR codes véhicules, mais ils sont facultatifs, ils ne sont pas obligatoires pour la zone bleue. En revanche, lors des contrôles, donc soit on devra montrer ces fameux QR codes facultatifs, soit un document tel un bon de livraison, que ce soit Deliveroo, ou nous, Cisco, ou Transgourmet, Métro, peu importe, pour justifier de la présence en zone bleue. Donc des contrôles allégés. Voilà. Sachant qu'il y aura des activations, bien évidemment, avec des plages horaires, ça ne va pas être bloqué 24 heures sur 24 pour ces zones. Non, non, elles seront activables entre 7h le matin et 23h. 3 heures, que ce soit en zone rouge comme zone bleue, ces périmètres rouge ou bleu seront activés 3 heures avant le démarrage d'une épreuve et 1 heure après la fin de l'épreuve. Et ça, c'est en relation directe avec la programmation des épreuves de chaque site de compétition dans chaque zone. Donc il y aura des activations de zones différentes d'un site de compétition à un autre. Et à travers ces périodes d'activation, la préfecture de police va nous communiquer début mai des créneaux horaires où nous, acteurs logiques, on pourra se rendre. Mais ce sont des créneaux horaires qui vont nous être imposés par la préfecture. Donc on va devoir se mettre en relation avec nos chers clients restaurateurs exerçant au sein de ces zones rouges pour leur communiquer les créneaux horaires. On sera autorisé à les livrer pendant l'activation des zones. Mais ce qui veut dire que quand ces zones-là ne sont pas activées, on peut livrer les restaurateurs quand on veut, entre 5h le matin et 8, 9, 10h, tout pendant que la zone n'est pas activée. Quand les zones sont activées, on aura simplement l'accès sur certains créneaux. Alors, je pense qu'il y en a déjà qui ont peut-être un peu lâché la chose, mais ce qui est bien, c'est de savoir que voilà, il y aura des livraisons. Il y a quand même une semaine qu'il va falloir anticiper. Ça, je le dis pour tous les restaurateurs, les restauratrices qui sont dans la salle. C'est cette fameuse semaine noire du 19 au 26 juillet, où il y aura 7 km à Paris, notamment le long de la Seine, mais ça risque d'avoir des répercussions, où ce sera complètement bloqué. En prévision notamment de la cérémonie d'ouverture. Donc tout ce qui est produits secs, produits non périssables, il faut essayer finalement d'anticiper un petit peu ces commandes les uns les autres. Oui, sur cette semaine-là du 19 au 26 juillet, donc et le 26 juillet, la cérémonie d'ouverture, elle va démarrer à 19h30 pendant 3 heures. Le gouvernement ne va vraiment prendre aucun risque d'attentat. Donc il va renforcer le niveau de sécurité sur tout le long du parcours de la cérémonie d'ouverture, donc sur 7 km d'Austerlitz à Trocadéro. Et les contrôles qui vont être effectués vont vraiment être très stricts parce que ce sera des fouilles piétons, des fouilles véhicules, avec une attribution de QR code nominatif pour toutes les personnes qui vont accéder du 19 au 26 juillet sur cette fameuse zone rouge qui fait quand même 7 km. Ça va du riverain, d'un professionnel qui travaille sur cette zone rouge, d'un acteur de logistique, et ces QR codes nominatifs seront délivrés après enquête administrative de la préfecture de police. Donc si quelqu'un a un passif problématique, fichier S, délit d'agression ou de fait d'armes, ces gens-là ne se feront pas délivrer de QR code, même un riverain. Et donc ne pourront pas accéder pendant 7 jours à tout ce périmètre long de la Seine. Donc ça sera quand même assez contraignant. Oui, et ça risque de poser des problèmes de circulation. Dernier point avant de donner la parole à l'un des autres intervenants qui nous fait plaisir d'être ici ce soir. Les routes, on sait qu'il y aura de gros problèmes de circulation. Il y aura à peu près 185 km de routes réservées. On sait qu'en termes de transport, il y aura plusieurs stations de métro, mais également de tramway qui seront fermées. Valérie Pécresse nous a dit qu'à l'occasion des JO, on aura le plaisir d'utiliser nos jambes. Ça va être le cas pour beaucoup d'entre nous. Je ne fais que citer. Ça va être compliqué également pour vous, justement, avec ces fermetures, où on peut estimer qu'avec le télétravail, pas mal de franciliens qui vont fuir la zone, finalement, on retrouvera un équilibre et une circulation à peu près normale sur cet été, où ça compliquera beaucoup les choses. Vu l'environnement contraint tel qu'il a été présenté par les autorités, on aura un ralentissement de la circulation. Donc on aura un phénomène de congestion probablement plus important que dans une période estivale normale. Donc nous on s'attend, acteurs de logistique, à avoir des conditions de livraison ralenties de par ces contraintes, soit de voies réservées, ou des contraintes de circulation contraintes en zone rouge. Donc voilà. On va évoluer dans un environnement contraint pendant quelques semaines. Il va falloir faire preuve d'adaptabilité, d'agilité logistique. Pour nous, on prend ça comme un véritable défi opérationnel et de service qu'on doit à nos clients. Donc on se prépare pour malgré tout maintenir notre activité aussi bien que les restaurateurs. On va passer, après toutes ces bonnes nouvelles, on va passer la parole au représentant de brigade, Justin Vanek, directeur de rencontre. Justin, maintenant qu'on a parlé des problèmes de circulation, de ces fameuses zones, etc., on va parler un petit peu de renfort de personnel, parce que ça aussi c'est l'une des angoisses des restaurateurs, peut-être de certains d'entre vous ce soir. Comment ça va se passer? Parce que beaucoup vont devoir ouvrir plus longtemps, on attend une certaine affluence. Comment on peut gérer justement ces renforts de personnel
personnel? Est-ce qu'on doit décaler les vacances de ces équipes? Est-ce qu'il y a d'autres moyens? En fait, je pense que le maître mot, effectivement, je l'ai entendu 2 fois, c'est anticipation. Et nous, c'est ce qu'on partage à tous nos clients aujourd'hui. C'est-à-dire que, effectivement, selon, et je ne vais pas redétailler les zones, mais selon la zone dans laquelle on est, selon la distance qu'on a avec le périmètre olympique, on ne va pas avoir les mêmes ambitions, on ne va pas avoir le même ROI potentiel sur cette période de Jeux Olympiques. Donc je pense que il y a plusieurs enjeux. Il y a à la fois comment est-ce que je peux maximiser mon chiffre d'affaires pendant cette période-là, et ça passe effectivement parfois par étendre sa zone, étendre ses plages horaires ou les décaler un petit peu. Ça a des implications très fortes, tu l'as bien dit, sur la partie logistique, parce que si je veux travailler un peu plus tard, mais que je me fais livrer très tôt, il me faut quand même du monde. Donc voilà, il y a cet enjeu-là. Et le deuxième élément, effectivement, qui est, moi, si je suis un restaurateur qui ait l'ambition de travailler beaucoup pendant les JO parce que je suis à proximité d'une fan zone ou parce que je vais diffuser à fond les différentes épreuves, il y a un sujet de personnel effectivement qui se pose. Et là aussi, ce qu'on dit à nos utilisateurs aujourd'hui, c'est essayer d'anticiper le plus possible. Pour une raison technique, c'est que les accréditations dites de masse peuvent se faire encore pendant quelques jours. Une fois que ce délai sera passé, on aura des nouvelles règles d'accréditation dont on attend des confirmations de la part du COJO, mais on sait qu'une des forces aujourd'hui des plateformes comme Brigade, c'est de pouvoir faire aussi de la dernière minute. C'est-à-dire que vous pouvez mettre une mission pour la période des JO dès maintenant, mais vous serez aussi en mesure, début août, si vous avez une personne qui est malade par exemple, de trouver un remplaçant dans l'heure. Et en fait, c'est pour ces problématiques-là qu'on n'a pas encore toutes les informations, savoir comment est-ce que, voilà, typiquement vous êtes en zone rouge, vous avez un serveur qui n'est pas là, vous avez besoin de quelqu'un, comment on peut faire de l'accréditation en quelques secondes en attendant. On prévoit quand même une forte tension RH à l'occasion des Jeux Olympiques. On va passer la parole à notre ami restaurateur des Rupins. Déjà, à l'énoncé de ce qu'on vient d'entendre, est-ce qu'en tant que restaurateur, on se sent inquiet? Est-ce qu'on a envie d'ouvrir plus? Est-ce qu'on a envie de fermer? Est-ce qu'on va élargir les plages horaires? Qu'est-ce que le restaurateur pense de tout ça? Alors, j'aimerais savoir qui est en zone rouge. Personne ne sait, puisque personne ne sait ce que c'est la zone rouge. Déjà, c'est la première question intéressante pour un restaurateur, ça serait de savoir quelles sont les zones. Moi, personnellement, j'ai passé un petit coup de fil ce matin à mon boucher, qui dit non, pas Cisco. Et il m'a répondu, tu es où? Je dis, tu dois savoir, je suis un ténor client. Et en se souvenant intelligemment qu'on faisait beaucoup d'argent pour lui, il s'est souvenu de notre adresse et il nous a dit, ne t'inquiète pas, rien ne change. Je suis sorti de cette discussion en me disant, bah, c'est fantastique, rien ne change. En réalité, tout va changer. Tout va changer pour 3 raisons. La première, c'est que c'est l'offre et la demande, tout simplement. Les prix vont s'enflammer. Donc si vous faites des produits frais, bah, continuez. Si vous ne faites pas que des produits frais, stockez un peu, mais stockez pas la semaine d'avance, stockez 2 mois avant ou 3 mois avant. Parce que nos chers amis de Cisco, qui sont pas plus bêtes que les autres, ils vont être obligés de répercuter les hausses en fonction. On va peut-être demander une réponse tout de suite à Cisco ou même à The Fork, si on peut avoir une réponse tout de suite. En 2 mots, en tant que restaurateur, on est inquiet de choses, c'est du personnel, qui n'aille pas chercher des missions à côté, poser un arrêt de travail, aller faire du bac à côté. C'est la première chose qui peut inquiéter le restaurateur, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et la deuxième des choses, c'est à quelle sauce on va être mangé par les touristes. Parce que j'ai appris que visiblement, il y a plus de Français que d'étrangers. Alors après, si on ramène au prorata, vu la masse de gens qu'on va avoir, ça va quand même se rapprocher, même si effectivement il y aura un peu plus de Français, puisqu'on parle d'une base de 15 millions par rapport à 6 millions habituellement, même si la proportionnalité n'est pas totalement respectée, ça devrait quand même se rapprocher, mais peut-être pas forcément en même période. Concernant les prix pour l'approvisionnement, de Fork, une réponse éventuellement? Oui, alors moi je voulais juste donner un petit peu d'optimisme aussi sur certains sujets. Ça va faire du bien. On a fait un sondage auprès de nos clients et notamment des clients, pas seulement à Paris, mais aussi sur les autres villes concernées par les Jeux Olympiques. On a plus de 90% des répondants qui expriment qu'ils seront ouverts pendant cet été. Il y en a 70% qui pensent que les JO, c'est une vraie opportunité. Après, on a effectivement une partie qui, 15% qui se disent, voilà, il y a des défis qui sont liés et à la partie logistique et à la partie effectivement des ressources humaines. Et ça, je laisserai les experts répondre. Et sur la partie d'augmentation des prix, il y en a 85% qui nous expliquent maintenir leurs tarifs habituels.
Donc c'est à 100 jours effectivement des JO, ça c'est la volonté des restaurateurs. Donc ce qui est important pour nous de comprendre, c'est de se dire comment on peut les aider. Donc après, nous on donnera certaines infos. On a déjà ouvert les calendriers de réservation. D'habitude, les calendriers de réservation c'est 3 mois à l'avance. Là on l'a ouvert 6 mois à l'avance. On va être capable d'anticiper certaines réservations et on a déjà plus 125% de réservations par rapport à l'année dernière. Donc ça veut dire que les touristes aussi réservent plus. Ils sont en train d'anticiper. Le maître mot, c'est effectivement l'anticipation. N'oubliez pas que vos clients aussi sont en train d'anticiper. Pour la partie juste des chiffres, pour les touristes, on a eu même que toi, David, on a eu des échanges avec la mairie de Paris, on a eu des échanges aussi avec Airbnb, avec des groupes hôteliers, qui nous expliquent qu'aujourd'hui, il y a plus de 90% des visiteurs qui seront des touristes français. Et il y a un chiffre qui est important, c'est qu'il y en a une grosse partie qui sont des visiteurs qui n'ont pas de ticket des JO, mais qui veulent vivre l'expérience. Et ces personnes-là, elles vont avoir aussi un panier moyen d'achat plus fort pour les touristes qui viennent pour les JO, mais aussi pour ceux qui veulent vivre l'expérience. Donc il y a une énorme opportunité pour tout le monde, et si on arrive à répondre à ces deux sujets, je pense, qui sont les interrogations de tout le monde, on peut faire effectivement de Paris une belle fête. Alors, on va essayer en tout cas. Cisco, peut-être sur les prix, notamment sur les inquiétudes je vais rassurer votre ami restaurateur. Non, nous, par rapport au dispositif opérationnel qu'on va mettre en place, c'est avec des ressources déjà existantes, à la fois en termes de chauffeurs, de préparateurs sur plateforme, de chauffeurs et de poids lourds. On a déjà de ressources, et même que chaque été, simplement, on va mettre moins de personnes en congé pour anticiper un impact aussi en termes de volume à traiter. Donc nous, en termes de dispositifs, on va engager les mêmes niveaux de ressources qui sont déjà existants, simplement on va mettre moins de gens en congé pour avoir plus de ressources disponibles durant juillet-août. On n'a pas prévu d'augmentation tarifaire de nos produits vendus en relation avec le dispositif. C'est neutre. Je voulais vous rassurer. Et en termes de report de consommation, on a étudié, on est passé en revue les études de Jeux Olympiques de Londres et de Rio, et clairement il est ressorti un vrai report, notamment sur la consommation street food, pour tous les restaurateurs et établissements de restauration qui se trouvent autour des sites de compétition. Quand vous avez entre 11 et 15 millions de spectateurs attendus, entre midi et 21h, qui est le temps à peu près des épreuves, vous avez évidemment un report de consommation en street food. Dans tout ce qui est snacking, fast food, boulangerie-pâtisserie, vous allez avoir non pas une marée humaine, mais vous allez avoir une fréquentation haussière pour tous les restaurateurs qui ont la chance d'être autour des sites de compétition. Ce qui est un petit peu plus inquiétant, c'est éventuellement pour la restauration traditionnelle qui sera éloignée des sites de compétition. Et pour les restaurateurs Paris Intramuros autour des 13 sites de compétition, moi je suis très confiant sur leur niveau de fréquentation. Ah oui, bien sûr. On va passer la parole à Elora Barrett, directrice de projet chez Sunday. On l'a compris, il va y avoir des touristes qui sont finalement assez différents. Il y aura vraiment des zones qui vont être plus concernées que d'autres. Qu'est-ce qu'on prévoit justement chez Sunday à ce niveau-là? Alors effectivement, il y aura des zones qui forcément seront beaucoup plus concernées que d'autres. Je pense que la grosse différence, c'est ce que tu disais juste avant, c'est qu'en fait il y a des zones qui ne sont pas du tout habituées à gérer des flux aussi concentrés, c'est non habituel pour eux, et qui vont devoir se préparer à ça. Pour vous donner un exemple, Porte de la Chapelle, c'est pas une zone qui est très touristique aujourd'hui, et pour autant il y a le stade Adidas Arena qui se prépare à recevoir des centaines de sportifs, des centaines, des milliers de touristes. Il va falloir aussi qu'eux se préparent, donc c'est des restaurateurs qui ne sont pas forcément habitués à gérer aujourd'hui des flux aussi concentrés. Et ils vont devoir changer leurs habitudes, prévoir des menus internationaux et gérer tous ces flux de touristes. Oui, c'est vrai qu'il va falloir un petit peu s'adapter. Concernant ça, il y a également d'autres choses qui sont frappantes. C'est de se dire finalement, quand on n'est pas restaurateur à proximité d'une zone de compétition, est-ce que l'affluence de personnes va rejaillir sur notre chiffre d'affaires? Est-ce que ça vaut le coup de rester ouvert ou ça va se passer que vers la Porte de la Chapelle et là où il y aura des épreuves sportives où finalement les gens ensuite vont se balader et on pourra avoir également des touristes en plus? Je pense que ça va être assez généralisé. Après, on verra de quoi l'avenir est fait. Mais je pense que tous les restaurateurs vont quand même bénéficier globalement de cette période. Et par contre, encore une fois, et c'est le maître mot, on en a tous parlé, l'anticipation, c'est vraiment ce qui va faire la différence. J'insiste aussi sur un point qui est important, et je sais que c'est un point qui compte aussi pour The Fork et qui compte aussi pour nous. Il va falloir aussi se différencier, notamment en ligne, parce que les touristes
Quand ils cherchent un restaurant, en général, ils vont sur Internet, ils regardent The Fork, ils regardent la note Google, ils regardent TripAdvisor, et c'est là aussi on peut faire la différence. Donc c'est important aussi de préparer ça et de faire le maximum pour être bien référencé avant cette période. On a entendu l'inquiétude de notre restaurateur qui représente les Rupins dans le 10e. Le personnel, comment on fait pour motiver son personnel face à un événement d'ampleur comme les Jeux Olympiques pour qu'ils restent là, qu'ils ne prennent pas leur congé forcément à ce moment-là, et surtout qu'ils soient motivés face à l'événement, l'enjeu qui nous attend finalement cet été, que ce soit à Paris ou d'autres sites de compétition en France. Je garde le micro. Oui, ça cette oui. question. Un des points qui va faire la différence, je pense, pour les restaurateurs et pour leur staff, c'est forcément les pourboires. C'est ce qui motive aujourd'hui. Voilà, quand on a bossé dans un restaurant, on sait que les pourboires, c'est ce qui fait la différence aujourd'hui. Nous, c'est l'un des aspects sur lesquels on insiste beaucoup, notamment avec Sunday. Et on a fait une étude aussi, alors spécifique pour le coup avec les paiements qui sont avec Sunday. On se rend compte que quand une personne paye avec Sunday, en général, elle laisse 3 à 5 fois plus de pourboire. Et quand c'est un client international qui paye avec Sunday, il laisse 9 fois plus de pourboire. Donc vraiment, c'est une opportunité en or pour les restaurateurs. Il faut vraiment promettre, vendre ça, notamment côté Iliad. Il faut vraiment pousser ça et côté restaurateur aussi motiver les équipes par rapport à ça. Alors, on va retourner vers Cisco. Il y a une vraie concurrence qui va s'établir. Certains restaurateurs, d'ailleurs, notamment à Paris, qui font de la street food, ont été contactés par des fan zones. Les fan zones, ça va être une vraie concurrence aussi pour les restaurateurs traditionnels. Oui, alors ça c'est moins mon business. La concurrence des fan zones, ça va concurrencer directement nos chers amis restaurateurs. C'était quoi la question précise? Est-ce que ça va être une problématique? Je sais que quand on a préparé, on en a un petit peu parlé de la... Pour le coup, j'ai pas de clients à livrer en fan zone. On n'a pas développé on n'a pas répondu à ce genre d'appel d'offres très compliqué à obtenir. Nous, on se concentre de bien livrer nos clients existants. Donc, pour moi, c'est plutôt la concurrence des restaurateurs. J'ai pas d'informations business sur les fan zones. Je sais qu'on en aura 30 en Ile-de-France avec l'animation autour des Jeux Olympiques. C'est vivant, c'est nécessaire pour faire vivre l'événement, mais j'ai pas d'informations business dessus. On va peut-être demander à De Fork, qui a l'air d'être un peu plus au fait de ces fameuses fan zones. Non mais je pense que c'est important de comprendre qu'il n'y aura pas forcément de cannibalisation entre les restaurants de street food où les personnes vont venir aux événements, vont prendre un truc rapidement. Il ne faut pas oublier que si Paris accueille les JO, c'est aussi pour mettre en avant, et c'est notre responsabilité tous dans l'univers de la restauration, d'élever aussi la gastronomie française, d'utiliser les JO et de montrer aussi la gastronomie française à travers le monde. Donc oui, il y aura certains visiteurs qui vont se concentrer à certains moments de la journée dans la fan zone pour la restauration, et d'autres qui vont vouloir vivre la full expérience, qui vont vouloir aller chez Alexandre parce qu'effectivement c'est le top restaurant sur notre plateforme. D'autres vont aller regarder Google. Je pense que, Elora, tu l'as dit, le but c'est d'anticiper et d'être en capacité aussi d'avoir une offre attrayante pour pouvoir capter les touristes, que ce soit des touristes français ou étrangers. Nous, évidemment, The Fork, on a des solutions pour des mises en avant, mais il ne faut pas oublier qu'effectivement, tout le monde va pouvoir être partie prenante de cette aventure. Aussi bien, nous, on est en contact avec, vous savez qu'on est partenaire Michelin, donc on a aussi des Michelin derrière qui vont faire des opérations, et le but c'est de se dire, ok, on a envie d'attirer quel public, et derrière, comment, en tant que restaurateur, on met en avant, tu le disais Laura, une partie de menu, même si nous on a demandé à nos restaurateurs est-ce qu'ils prévoient des menus particuliers. Ils sont 80% à nous dire pour l'instant on ne va pas faire de menu, on va vraiment laisser les touristes découvrir notre carte actuellement. Après, c'est effectivement aux restaurateurs de savoir ce qu'ils ont envie de mettre en place. Et ça, vraiment, chacun est libre. Mais je pense qu'il faut faire attention et de se dire la fan zone, c'est une certaine partie de typologie de touristes. Et à côté, c'est à nous, à tous les acteurs de la gastronomie, de pouvoir mettre en avant la valeur ajoutée. Et je te laisserai répondre sur toi ce que tu vas faire. Mais je pense que c'est important aussi de ne pas se dire que voilà, ils vont tous être autour des stades. Non, les touristes, on le voit, ils vont vouloir se balader et vivre l'expérience de la gastronomie française dans un sens un peu plus large. Avant de passer la parole au Rupin, juste De Fork, je crois que vous avez mis en place, pour lutter notamment contre le no-show, sur des solutions de prépaiement
pour les réservations. Ça aussi, c'est un enjeu qui est très important parce qu'on le sait, la clientèle, d'autant plus sur ce type d'événement, peut être très volatile. Complètement, merci. Effectivement, on a ouvert le calendrier de réservation 6 mois en avance et on a permis aussi à certains clients de sécuriser une partie de leur paiement pour justement anticiper, être capable de mieux recruter, être capable de mieux gérer la logistique, les stocks, de sécuriser une partie de paiement, de se prémunir contre les no-shows. Donc nous, aujourd'hui, on a la possibilité de garantir effectivement ces paiements. Ils peuvent l'activer uniquement pendant la période des jeux. Ils peuvent l'activer absolument quand ils veulent, et c'est le principe aussi de notre outil, The Fork Manager. Les restaurateurs font exactement ce qu'ils veulent, mais on a la possibilité. Et effectivement, on s'est rendu compte que cette fonctionnalité commençait à être utilisée, et évidemment, ça peut permettre à des restaurateurs de sécuriser une partie de cash pour anticiper tous les autres sujets. Voilà. Du côté des repas, on prévoit un menu spécifique ou est-ce qu'on va faire comme d'habitude? Non, on va faire comme d'habitude. En revanche, je me faisais la réflexion en écoutant ce que disait Pauline, et je partage à 100% ce qu'elle disait. Et 11 millions de personnes à nourrir, peu importe qu'on soit un fast-food, un restaurant traditionnel ou un étoilé, il va falloir les nourrir. Et donc, du coup, moi j'aurais tendance à dire, en fonction de votre positionnement, si vous êtes un restaurant qui est déjà installé, il n'y a pas forcément énormément de choses à changer peut-être. Par contre, si vous êtes un restaurant un peu moins bien installé, ou qui vient d'ouvrir, ou qui a besoin de se relancer. Là, les partenaires, j'ai aucun intérêt, je vous l'ai dit dès le départ, je suis pas client de ces gens-là, donc ça peut être plus tard. Mais c'est pas... En revanche, c'est sûr que je me serais tout de suite posé la question de savoir comment je peux recruter rapidement. Donc, brigade, alors si c'est un deuxième comme ça, il n'y a pas d'extra calabras, c'est des boîtes qui permettent ça. Comment est-ce que je peux me fournir efficacement en anticipant les choses, en donnant des bons conseils, les Cisco, les Promonet et tout ça. Et comment est-ce que je peux faire en sorte que mes salariés ou mes employés soient intéressés. Il y a la fidélisation qui est hyper importante, nous on travaille beaucoup là-dessus. Clairement, on a prévu un team building régio, on a prévu d'augmenter les gens en fonction du chiffre d'affaires qu'on va générer, qui est invariable. Mais aussi, c'est pas bête du tout d'avoir un système de cowork qui soit efficace. Ça, c'est vraiment intéressant. Et The Fork, là, pour le coup, c'est juste, ça compte sous le sens. Si vous êtes à la Data Science Laboratory, vous êtes sûrement déjà client The Fork. Mais l'idée, c'est de donner la meilleure expérience client possible aux gens, parce que probablement, surtout s'il y a 85% de Français, probablement que ces gens seront amenés à revenir à Paris. Possible, non, c'est pas une folie. Et ça, c'est une réflexion qu'il faut avoir, de se dire, s'ils viennent à Paris, où est-ce qu'ils reviennent? Ils reviennent chez moi ou vont tester un autre truc? Et nous, au Rupin, ce qu'on constate, c'est qu'il y a énormément de Français, énormément de gens, de touristes, qui reviennent chez nous. Et pas qu'une fois, tous les ans. Et même parfois, souvent, on a des touristes italiens qui arrivent les bras ouverts et qui nous disent « Ah !» Non, ce n'est rien. Et eux, ils viennent très très vite. Tu fais très bien le « Ah !» Je suis très souffrant aujourd'hui, mais j'arrive à faire le « Ah !» On va demander à Brigade justement, je suis restaurateur, est-ce que je dois ouvrir plus longtemps? Est-ce que je dois ouvrir en continu? Est-ce que je dois ouvrir plus tôt, plus tard? Comment on s'organise concrètement à ce niveau-là? Parce que moi je sais que certains de mes amis restaurateurs m'ont dit, nous on ouvre en continu, ou alors on va ouvrir dès 16h ou 17h le soir. C'est important d'anticiper justement les horaires, les habitudes également des gens par rapport aux compétitions qui vont changer par rapport à ce qu'on voit à la normale chaque été. Oui, c'est effectivement des discussions qu'on engage en ce moment avec nos utilisateurs. En fait, j'aurais pas la prétention de dire il faut plutôt faire ci ou plutôt faire ça. Je pense que tu l'as très bien dit. D'ailleurs, chacun en fonction de où il est, de est-ce qu'il est installé ou pas, où est-ce qu'il en est. Ça peut être l'occasion de tester de nouvelles choses, ça peut être l'occasion de se renforcer sur son positionnement. Nous, notre position chez Brigade, c'est plutôt de dire, en fait, nous, on sera là si vous avez besoin, c'est-à-dire que si vous souhaitez étendre vos horaires d'ouverture, c'est typiquement le genre d'usage qu'on a d'une application comme Brigade, où je peux faire des missions de quelques heures, et donc je vais être en mesure, si d'habitude je ferme à 21h et que là je veux pousser 3 heures de plus, je vais pouvoir trouver des gens qui vont m'assurer, qui vont venir renforcer mon équipe actuelle, et j'insiste, et c'est super intéressant ce que tu as dit sur la fidélisation du personnel en place déjà. Ça va être une période qui va être une période intense, j'espère plein de beaux succès, donc il y a un enjeu de fidéliser ces équipes. Et aussi, ça va être une période intense, c'est un marathon, les JO, c'est 15 jours, il va falloir des temps de pause, il va falloir qu'ils soufflent. Et donc nous, notre vision chez Brigade, c'est plutôt de dire, en fait, on va être là en renfort, et quand vous aurez besoin de faire souffler vos équipes, bah, ils auront des professionnels qui seront là pour reprendre le flambeau et aider à porter haut les couleurs
du restaurant. Et nous aussi, il y a un enjeu, on en parle beaucoup avec nos utilisateurs, il y a un enjeu de fidélisation parce qu'on a, là on a un exemple en ce moment d'un traiteur qui accompagne une délégation et du coup qui a besoin de personnel pendant 15 jours et il se pose la question de comment faire pour s'assurer que les gens restent sur cette période et donc il réfléchit, même si effectivement ça ne va pas être ses salariés, c'est des professionnels indépendants qui vont réaliser des prestations auprès de lui et réfléchir de manière à les intéresser sur des volumes de chiffre d'affaires ou en tout cas sur une récompense si tous les jours de prestations sont bien effectués. Donc il y a ces réflexions-là aussi qu'on trouve super intéressantes, de comment je crée une équipe, comment je la compose et comment je vais l'amener au bout des JO. On va enchaîner justement sur la partie traiteur parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la restauration, l'hôtellerie-restauration traditionnelle. Il y a également la restauration collective avec le télétravail. Il y aura certains organismes qui ont décidé de fermer leurs restaurants cet été. Tu parlais des traiteurs, peut-être plus des événements liés au JO, moins de mariages certainement cet été. Justement par rapport à ces professionnels-là, les renforts ou pas de personnel, comment ça s'organise du côté de chez vous? Je reviens au tout premier mot que tu as dit, anticipation. On est en plein dedans. On a un volume de missions postées pour cet été qui est très important par rapport à ce qu'on a les autres années. Et donc on voit que ce soit les professionnels, effectivement les traiteurs, les professionnels événementiels, on a même des restaurateurs qui effectivement anticipent d'avoir des événements le soir et donc réservent. Donc oui, c'est vraiment de l'anticipation et tout le travail qui va autour d'analyse, de dire en fait quels vont être mes horaires d'ouverture, quelles propositions culinaires je vais faire à ce moment-là, est-ce que c'est plus de la limonade, est-ce que ça va être plus du snacking effectivement, et donc ils sont en train d'anticiper tout ça, restaurateurs, traiteurs et événementiels, et de staffer à fond leurs besoins RH. Cisco, sur la restauration collective, on le sait avec le télétravail, il y en a beaucoup, comme je le disais il y a un instant, qui comptent fermer. Est-ce que ça peut faire également un afflux de clients en plus pour la restauration traditionnelle, pour ceux qui ne seront pas en télétravail et qui n'auront pas leur resto d'entreprise ouvert, ou ce sera vraiment minime? Sur le segment de la collective, ça nous inquiète plutôt parce que beaucoup de bureaux, beaucoup de consignes d'entreprise vont être portées sur la mise en télétravail pendant une semaine, 2 semaines, pendant les JO, auprès de leurs salariés, avec quelques restaurants d'entreprise qui vont fermer. Donc nous qui sommes livreurs de restaurants d'entreprise, le télétravail, qui consiste à faire rester les gens chez soi, ça va nous pénaliser. Donc non, nous, le télétravail pendant les JO, c'est plutôt une inquiétude, parce que pour la restauration collective, bureau, ça va nous pénaliser. Alors effectivement, ça peut avoir aussi un report, si on fait en manière de ricochet, et si on parle de Parisiens stricto sensu, le Parisien, bien faire qu'il se nourrisse en journée, mais quand on fait un télétravail à la maison, on se prépare souvent à manger, quoi. On va pas forcément dans la rue chaque midi prendre un sandwich. Donc non, pour nous, le télétravail, c'est plutôt une baisse d'activité. Oui. J'ai juste un tout petit complément, parce qu'on parle du sujet de la restauration collective d'entreprise. En fait, c'est intéressant, on parle des enjeux de tension RH, est-ce que je vais avoir assez de personnel? En fait, on a des sociétés de restauration collective qui effectivement ont comme clients beaucoup de sièges sociaux parisiens, avec les consignes de télétravail, qui se posent la question de savoir s'ils vont avoir du chômage partiel, et qui sont là en train de réfléchir à proposer à leurs salariés de pouvoir prendre des missions auprès de restauration comme ça, en disant voilà, vous allez être sur une période, d'habitude peut-être vous travaillez, là vous allez être sur une période où vous n'avez peut-être pas forcément envie enfin, vous allez poser des congés, mais vous avez envie de générer du revenu, et bien inscrivez-vous dans des agences d'intérim, inscrivez-vous sur des plateformes, et venez aider les restaurateurs qui, eux, vont avoir de l'afflux pendant cette période. Donc on voit une solidarité aussi qui est intéressante de ce point de vue-là, et effectivement, je pense que les dispositifs légaux qui vont être mis en place aussi vont avoir une importance forte sur cette période. Ouais, deux forks éventuellement pour réagir à ça, et puis peut-être aussi à la problématique de l'affluence à certains moments de la journée. Je sais que tout le monde n'a pas pu avoir de terrasse cette année, contrairement à d'autres années, ça dépend des quartiers. Là encore, c'est peut-être compliqué à gérer. Oui, complètement. Je voulais juste répondre, les JO, c'est pas 15 jours. Les JO, c'est 15 jours, et ensuite, il y a les JO paralympiques, sur lesquels il y aura effectivement aussi de l'affluence, alors peut-être un peu moindre. 4 millions attendus du 28 août voilà. Jusqu'au 8 septembre, à peu près. Donc, le but, c'est d'être mobilisé et d'anticiper les deux périodes, parce que c'est important. Donc, on parle aussi d'accessibilité. Nous, on travaille avec le gouvernement et avec Accès Libre au sein du gouvernement pour être capable de référencer aussi au sein de The Fork les restaurants qui accueillent, qui ont la capacité d'accueillir des personnes handicapées, en situation de handicap, pardon, j'utilise les bons mots. Alors, si je peux rebondir là-dessus, j'ai un ami qui est champion paralympique. Lui,
lui il dit handicapé, parce que comme il me dit souvent, j'ai pas une entorse, ça se réparera pas. Je suis en situation de handicap, c'est pas provisoire. Handicapé, je pense que ça ne gênera pas les personnes qui seront concernées. En tout cas, tout ça est très bien codifié. Et on a 19 000 restaurants en France qui sont labellisés avec accès libre, avec le gouvernement et qu'on accompagne. Justement, le but, c'est vraiment de visibiliser sur la plateforme et d'être capable de transmettre les informations aux utilisateurs, en tout cas du fort, de quels sont les restaurants qui sont accessibles et disponibles pour eux. Et pour la gestion des terrasses, évidemment, on l'a anticipé sur notre logiciel The Fort Manager, où on propose et on demande aussi à nos restaurateurs d'anticiper et de pouvoir mettre la terrasse estivale sur le logiciel pour augmenter la capacité d'accueil des réservations. Il faut aussi qu'on s'adapte à un public qui sera différent. On sait très bien qu'il y a certains étrangers qui commencent très tôt, qui dînent très tôt à partir de 17h, des Espagnols qui vont un peu plus tard dîner. Donc c'est important d'adapter aussi cette latitude. Et nous, ce qu'on dit à nos clients, c'est qu'ils ont la capacité d'ouvrir leur créneau de réservation quand ils le veulent. Encore une fois, je pense que c'est important d'avoir ce type de discussion et avec vos serveurs. Et en tout cas, nous, on est en capacité de vous aider. Et juste sur la partie report des Parisiens, sur le télétravail, nous, en discutant avec les équipes Airbnb, ils nous ont déjà transmis l'info que les Parisiens ont déjà réservé en dehors des zones des JO, partout en France. Beaucoup de reports sur les zones qui sont avec les zones de saisonnalité, merci. Et on a déjà des réservations aussi pour les zones saisonnières. Donc, même si là on s'adresse uniquement aux Parisiens, en vrai c'est des opportunités pour tout le monde. Des opportunités qu'il va falloir gérer. Du coup, est-ce que vous comptez ouvrir en continu? Est-ce que vous allez ouvrir plus tôt, plus tard? Est-ce que vous avez changé en tant que restaurateur chez les Rucorps? Alors, on se pose la question d'ouvrir. Nous, on est ouvert 12h, 15h, 18h, 23h, 7 jours sur 7 actuellement. Et on se pose la question d'ouvrir, non pas en continu, c'est certain, de 12h à 23h, on sera ouvert en continu, pour répondre à la problématique dont parlait Pauline, des Espagnols qui déjeunent à 15h30 et des Anglais qui dînent à 17h. Mais on se pose la question d'ouvrir ou pas au petit déjeuner. Parce que 11 millions de personnes qui ne vivent pas à Paris, ça veut dire 11 millions de personnes qui dorment, qui ont faim le matin et qui n'aiment pas forcément tous le petit-déj de la dame du Airbnb ou de l'Ibis-Jet. Donc peut-être que ça vaut le coup, quel que soit l'endroit finalement où on est situé, indépendamment en fait du lieu des compétitions, de proposer une offre petit déjeuner, petit déjeuner. Ça peut être intelligent. C'est plutôt une bonne idée. On va on pouvoir a besoin fournir d'informations par rapport à ça, parce qu'on ne sait pas. On va pouvoir fournir en personnel du petit déjeuner jusqu'au dîner. La directrice me répond non. Donc on aura peut-être besoin de brigade pour ça. Brigade, justement, est-ce qu'on va pouvoir, mais est-ce qu'en termes de volume de personnes, on va pouvoir fournir des gens pour travailler Je ne suis pas du tout inquiet. La seule chose qui m'inquiète, c'est la course à l'échalote. C'est-à-dire, c'est que Brigade commence à proposer, j'aurais fait suffisamment de compliments, je peux essayer d'être un peu inquiétant, de proposer plus 100% sur la rémunération. Vous voyez ce que je veux dire, des choses comme ça. Des stracalabras, alors concurrents fait ça. Ce qu'on trouve, nous, très mauvaise idée. Parce que du coup, ça crée un emballement pour aller chercher une mission à 50 balles de l'heure. Et du coup, c'est les touristes qui vont payer l'addition, finalement. Donc, ce qui serait intéressant, c'est qu'il n'y ait pas trop de mobilité, finalement, entre les gens. Pas trop, que ceux qui ne travaillent pas, parce qu'ils sont fermés, etc., qui viennent en renfort, exactement. Mais que ceux qui travaillent déjà, qui ont déjà un emploi, restent. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous inquiète tous, un petit coin de notre tête, restaurateurs, qu'on soit une pizzeria, un étoilé, peu importe, c'est d'avoir des gens qui se barrent, qui disent ma grand-mère est morte, pendant une semaine on ne le voit plus, et en fait il est en mission avec Brigade à 50 € de l'heure. Ça c'est très très inquiétant. Et ça c'est réel, vraiment réel. Brigade, est-ce qu'on a un vivier de personnel suffisant? Est-ce qu'il y aura une augmentation des prix si on peut répondre à ces deux interrogations? Sur le vivier suffisant, alors il y a plusieurs éléments. D'abord, on a beaucoup de gens qui s'inscrivent, donc c'est signe qu'effectivement il y a beaucoup de gens qui ont saisi cette opportunité et qui ont envie de participer aux Jeux Olympiques. Deuxième élément, sur Brigade, pour le coup, j'ai fait une étude des taux, je vais revenir sur l'histoire des taux, mais une étude sur les missions. En fait, on se rend compte que Brigade est utilisé du petit déjeuner au dîner, on a parfois des missions de nuit également, et donc en fait, je pense que Brigade, en fait, connecte deux mondes, le monde des
veulent réaliser des missions. Et donc cet équilibre offre-demande, il se fait de manière assez naturelle sur les plages horaires, et donc on arrive à des taux de connexion de missions qui n'ont pas une très grande variabilité dans la journée. C'est-à-dire que la mission, on travaille beaucoup avec la restauration collective, je parle sous votre contrôle, mais vous accueillez les gens à partir de 6h30, 7h, les professionnels brigades, et pourtant on a plus de 90% de missions acceptées, et c'est vrai aussi pour des missions de départ de nous. Ça, je ne suis pas inquiet sur les plages horaires, je ne suis pas très inquiet sur la tension, parce que va effectivement y avoir aussi des restaurants fermés, il va y avoir des reports, des choses comme ça. Donc, on ne sait pas exactement quel va être le delta très précis de gens en plus qu'il va falloir nourrir, les Parisiens qui s'en vont, les touristes qui arrivent, la Restoco qui est fermée. Bon. Tout ça, ça va être il y a une interrogation autour de ça. Hein. Et les prix? Et alors les prix, j'y viens. Désolé, hein. Non, mais c'est une réaction. Les premières missions qui sont postées, effectivement, les restaurateurs ont augmenté. Il faut savoir que nous, on ne fixe pas les prix sur brigade. Les prix sont en fonction de la mission, du lieu où elle est effectuée, et effectivement d'un critère de tension sur le marché, ou si tout le monde recherche en même temps. Il se trouve que là, ce critère de tension ne s'applique pas encore, parce qu'il n'y a pas énormément, c'est pas concentré à fond tout le monde qui bosse ses missions en même temps. En revanche, effectivement, on voit que les professionnels qui peuvent augmenter eux-mêmes le prix des missions, les augmentent en moyenne de 10 ou 15%. Ça, c'est une première chose. Et pour les missions longues, ils proposent également, il y en a qui ont mis en place un système de bonus de sortie, c'est-à-dire si vous faites la mission pendant les 15 jours avec moi, ou sur la mission, on a quelques missions pour les Paralympiques, en plus tu fais bien d'y revenir, si vous faites cette période-là de fin août à début septembre avec nous, il y a en plus un bonus de sortie. On va se diriger vers Sunday parce qu'on parlait tout à l'heure des pourboires qui risquent d'augmenter de façon significative cet été, que ce soit avec les étrangers ou d'autres. Comment on peut annoncer, encore une fois, motiver, on en a parlé, on a été assez superficiel sur ça, pour vraiment faire en sorte que nos équipes restent, parce qu'on le sent bien, les restaurateurs sont inquiets avec leur personnel. Visiblement, mamie est morte, on va aller travailler ailleurs, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure. Ce sont des scénarios possibles. Comment on fait vraiment pour sécuriser, comment on peut mettre en avant cette histoire de pourboire? Est-ce qu'on peut le chiffrer d'avance? Alors nous, avec Sunday, on est capable de le chiffrer. D'ailleurs, c'est intéressant parce que souvent, on a la remarque des restaurateurs qui nous disent les Français ne sont pas forcément très généreux, laissent assez peu de pourboire. Et en fait, on se rend compte que finalement, quand on laisse la possibilité aux Français de laisser un pourboire, qu'on le suggère au moment du paiement, il y a 50% des Français qui le font. Et en fait, factuellement, quand ils vont au restaurant, les Français, s'ils ne payent pas avec Sunday, pas forcément de cash, voire même au moment du paiement, quand on dit bah voilà, laisse 5 € plus sur le TPE, c'est pas forcément quelque chose qui est hyper bien accepté parce qu'en fait on sait pas trop où l'argent va, ça va être compliqué pour faire la clôture de caisse derrière, et donc du coup quand on laisse la possibilité facilement, les Français et les étrangers aussi laissent énormément de pourboire. Donc c'est des choses qui sont qu'on peut vraiment mettre en avant auprès des équipes, et nous on le voit dans les restaurants qui utilisent Sunday, on a assez peu de turnover, de rotation des équipes. On a du staff qui est hyper fidèle dans le restaurant parce qu'en fait, ils ont une rémunération bien plus importante qu'ailleurs. Comment c'est reversé après, juste pour savoir techniquement comment ça fonctionne? Alors, sans entrer dans les détails techniques, nous, on a un système de redistribution automatique des pourboires qui peut se faire directement sur le compte bancaire ou directement via Lydia. Ça, c'est au choix du restaurateur. Et après, sinon, c'est des systèmes assez classiques de décaissement des pourboires à la fin de la journée. D'accord, merci pour les précisions. On parlait des Jeux paralympiques. Comme je sais que du côté de Cisco, on a beaucoup d'informations sur les différentes zones, sur les fermetures et tout ce qui va se passer. Est-ce qu'il y aura autant de tensions sur les Jeux paralympiques qu'on attend à peu près 4 millions de visiteurs par rapport aux JO, sachant qu'on aura également la rentrée scolaire qui commencera à se profiler, les Franciens et les Parisiens qui pour beaucoup auront repris le travail, peut-être avec moins de télétravail, la rentrée pointant le bout de son nez. Comment ça va s'organiser sur les Jeux paralympiques? C'est sûr qu'en termes de conditions de circulation, compte tenu de la période de 28 août, 8 septembre qui est en pleine rentrée scolaire, il y aura certainement un ralentissement de la circulation plus important que 28 juillet. Donc on s'attend à un environnement contraint un petit peu plus impactant et un peu plus difficile fin août, début septembre. Pour autant, on parle que de 4 millions de visiteurs versus 11. Donc nous, en tant qu'acteurs de la logistique, on appréhende davantage la période fin août, début septembre que fin juillet, début août. Même s'il y aura moins de sites de compétition, il y aura moins de zones de sécurité d'activer, ça reste quand même une période typée rouge pour nous dans l'exercice de notre activité.
Est-ce que vous pensez les uns et les autres qu'on a autant d'enjeux sur cette période-là que sur la période des JO, et justement avec les problèmes que tu viens d'énoncer notamment, est-ce que c'est une période où il faut être ouvert, présent sur une durée aussi longue? Comment on doit anticiper cette période des Jeux paralympiques? Bon, je vais laisser l'installateur s'exprimer, mais bon, là on parle de 4 millions versus 11. Il y aura quand même des retombées économiques en report de consommation, hein, mais qui sera couplé à une reprise d'activité liée au retour des Parisiens habituels. Donc il y aura un surplus d'activité sur déjà un niveau d'activité qui sera soutenu lié au retour des Parisiens. Hein. Après, je laisse passer discuter le restaurateur, mais C'était très clair. Je pense qu'il y a un sujet de formation, évidemment, des équipes pour l'accueil des personnes en situation de handicap. Et je reprends juste sur la partie paiement. Il faut aussi anticiper de pouvoir accepter toutes les cartes du monde entier, être sûr qu'il n'y ait pas effectivement de point de friction. Donc nous, on le fait avec The Forfait pour justement n'avoir aucun point de friction. Et je le dis pour nos amis restaurateurs, on ne prend aucune commission sur The Forfait. Donc n'hésitez pas, on accepte toutes les cartes du monde. Donc le sujet, c'est toujours, voilà, de quoi votre restaurant a besoin, comment mieux anticiper, où est-ce qu'il y a des zones grises, quel partenaire peut nous aider. Et on a effectivement pas mal de partenaires avec des solutions complémentaires qui peuvent aider les restaurateurs. Sur les Jeux paralympiques, vous, avec également le retour d'activité des Franciliens, la rentrée, comment vous anticipez les choses? Ça, c'est un vrai sujet parce que la fin des JO, il y a un laps de temps entre la fin des JO non paralympiques et les JO paralympiques, et un laps de temps qui n'est pas neutre, dans le sens où je crois que c'est à peu près 2 semaines, 2-3 semaines. Aux en 28. Du 11 au 28, c'est 17 jours. 17 jours. Donc il y a 17 jours où il va falloir essayer de concentrer certains congés et en même temps pas mettre tout le monde en congé, parce que sinon la question se pose de fermer du 12 au 27. En tout cas, il va falloir faire attention à ne pas laisser partir tout le monde en congé au même moment, parce qu'après les Jeux, il y aura forcément une fatigue, une usure du personnel. Donc très sincèrement, je n'ai pas d'inquiétude sur l'activité post-JO, mais je pense qu'il y aura quand même des touristes, parce qu'il y aura forcément des touristes qui vont rester classiquement au mois d'août, qui auront même l'intelligence, je pense, de se dire, pendant les JO ça coûte trop cher, pendant les Paralympiques ça coûte aussi un peu cher, on va venir entre les deux. Donc il y aura une activité soutenue tout le mois d'août. Nous, c'est ce qu'on anticipe au repas. Après, est-ce qu'on peut prédire 11 millions, 4 millions aussi précisément? Je ne le pense pas. Peut-être se baser sur les chiffres de Londres, et puis c'est comme ça de faire des estimations, mais ça m'intéresse. Des chiffres. Les chiffres, c'est plutôt sérieux quand même. Non, mais des chiffres ont été réactualisés très récemment par le COJO. Il s'est axé sur la billetterie vendue à date. Et aujourd'hui, il y a plus de 15 millions de billets vendus. Effectivement, on a une répartition sur la typologie des acheteurs de billets, 85% de Français, 15% d'étrangers. Hein. Ils peuvent revendre ou pas? Oui, les Français. C'est une question très pertinente. Tu peux me même prix. D'accord. Donc il y a bien quand même 15 millions de visiteurs attendus sur ces deux périodes. Hein. Donc il y aura quand même un report de consommation. Moi je ne suis pas inquiet sur le niveau de fréquentation et le report de consommation street food, fast food. Vous allez en avoir dans une proportion très intéressante en termes d'opportunités de business. Du côté de chez Brigade, il y a déjà des indicateurs justement sur l'activité qui aura lieu durant ces 17 jours de latence entre les JO, les Jeux paralympiques. Est-ce que c'est le moment de fermer? Est-ce que c'est le moment de mettre ces équipes habituelles peut-être en congé et de prendre des renforts à ce moment-là? Comment on anticipe cette période-là? Puisque on le dit ce mot depuis le début de cette table ronde, l'anticipation, encore une fois, c'est très important. Je ne le réutilise pas. Non, en fait, de manière très sincère, c'est vrai qu'on a un certain nombre de certitudes d'indicateurs et on a aussi des zones où on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Je pense avec beaucoup d'humilité qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Je pense que la période des JO va être assez déterminante. Si ça se passe super bien, s'il y a beaucoup de business, ça donnera envie effectivement d'ouvrir, d'être en tout cas disponible et de délivrer la promesse aussi pendant la période des JOP. J'allais dire, nous, en fait, notre leitmotiv chez Brigade depuis le début, c'est de se dire on veut délivrer la meilleure expérience, à la fois pour nos clients utilisateurs qui sont toute l'année à passer par Brigade pour leurs besoins de renfort, et aussi pour des gens qui auront l'opportunité de nous utiliser. Et donc en fait, on s'est dimensionné nous en interne, on fait aussi des reports de congés, on reste
mobilisés. On veut assurer, aujourd'hui on a 2 KPI, 90% après de missions acceptées et des professionnels avec des retours moyens de 4,5 sur 5. Mais ça, on se met en ordre de bataille pour être capable de délivrer avec une grosse volumétrie de missions, grosso modo de mi-juillet à début septembre. C'est plutôt une période calme d'habitude, de manière transparente, surtout qu'on est présent dans les 5 grosses agglomérations françaises, donc qui ne sont pas forcément des lieux de destination l'été. Et donc voilà, nous on s'est dimensionné pour le faire. On sait que la communauté de professionnels qui est inscrite sur Brigade, on a fait quelques sondages, il y a à peu près 20 000 personnes, il y a les 3/4 d'entre eux qui en tout cas sont très motivés à l'idée des JO et de toute cette période et qui ont envie d'être disponibles et de prendre des missions. Donc je dirais voilà, on fait ce qu'on peut faire, c'est-à-dire prévoir, anticiper, mettre les ressources à la fois chez Brigade et essayer de motiver les professionnels aussi à être disponibles. Et puis après, voilà, il y aura des aléas, il y aura des belles surprises. En tout cas, moi, ce qui est important, je trouve, j'ai la sensation que parfois, je ne parle pas du tout des tables rondes, mais dans les médias, on a parfois des interrogations, parfois des discours un peu négatifs autour de cette période-là. Moi, la restauration a vécu ce qu'elle a vécu ces derniers mois, ces dernières années, et je pense qu'il y a quelque part une super opportunité. J'ai vraiment envie, en tout cas, et j'entends, je suis content que là tous mobilisés, on est plutôt à se dire, voilà, il y a des opportunités à prendre, et tous, que ce soit nous tous fournisseurs, on a envie de se dire, on va mettre les bouchées doubles et être là pour assurer s'il y a besoin. Et c'est vraiment ça, moi, le message positif que je vois et que je ressens là à l'arrivée des JO. Mais donc, si on devait un petit peu résumer, notamment avec nos amis de The Fort qui sont en contact direct avec beaucoup de restaurateurs, et ça depuis de nombreuses années, qui les soutiennent, il faut ouvrir plus longtemps, voire en continu, il faut anticiper son personnel, il faut anticiper ses livraisons, il y a beaucoup de choses à mettre en place. Est-ce que vous avez donné, à part cette soirée qu'on fait, et puis ce sera également repris, je sais notamment sur les réseaux sociaux de Brigade, puisque ça a été en captation vidéo aussi, est-ce qu'il y a des guides de conseils qui vont apparaître petit à petit? Est-ce que vous avez les uns les autres d'ailleurs ensuite accompagné vos clients par rapport à cette période? Complètement, en faisant le sondage avec nos restaurateurs, nos clients restaurateurs, ils ont beaucoup d'interrogations. Donc je pense qu'une partie effectivement des réponses de Brigade et de Cisco vont aussi les rassurer sur le dispositif. Et derrière, nous, on va les accompagner jusqu'au JO pour les aider à, encore une fois, les conseiller et surtout respecter leur choix. Nous, le but, c'est d'être là pour les accompagner, pour ouvrir les calendriers de réservation, pour faire les prépaiements en amont et sécuriser une partie de cash, être capable de les aider à vraiment prévoir, à gagner en visibilité. On va créer ce qu'on appelle un festival, donc l'été des champions. On va proposer aux restaurateurs aussi de se démarquer un petit peu via des programmes de fidélité pour nos 40 millions de diners, enfin, ce qu'on appelle nos foodies. On va leur proposer aussi de mettre en avant des promotions pour ceux qui ne sont pas forcément tout près des instances et des stades olympiques, pour justement driver du flux vers eux et qu'ils puissent bénéficier. Et toutes les équipes aujourd'hui à The Fort sont là aussi pour discuter avec vous ce soir de ce que vous avez envie de mettre en place. Et nous derrière, on vous soutient, on vous aide à gagner en visibilité, on vous aide à remplir le restaurant. Donc vraiment le but, c'est de faire en sorte de lutter contre la table vide, qui est hors période des JO un fléau, et pendant la période des JO, je pense une opportunité sur laquelle on peut passer à côté, et donc on est là pour vous aider. Alors je ne sais pas si quelqu'un a la réponse, c'est quelque chose... Ah, ça sent bon la fin. Je ne sais pas si quelqu'un a la réponse, c'est quelque chose qu'on n'a pas préparé en amont quand on a eu l'occasion de s'entretenir les uns les autres. Moi je pense juste à un truc, c'est Instagram. Est-ce qu'aujourd'hui il faut avoir un Instagram qui soit en 2 langues éventuellement? Est-ce qu'il faut faire de la promotion sur Instagram? On sait que c'est aussi l'un des gros leviers de la restauration. Si quelqu'un a la réponse, juste voilà, c'est une question qui me vient comme ça. Alors, j'ai pas la réponse pour Instagram parce que Meta n'est pas notre maison mère. Pour autant, TripAdvisor est notre maison mère. Et donc, nous, ce qu'ils nous ont conseillé, parce qu'ils ont déjà effectivement conseillé d'autres pays, ils étaient là dans d'autres pays pendant les JO, nous, on va mettre en place, à chaque fois qu'un visiteur arrive dans un pays, par exemple un Anglais qui arrive en France, l'interface The Fort sera traduite dans la langue native. Ce qu'on propose, c'est aussi des menus via The Fort Pay qui sont traduits. Donc ça, ce sera aussi à mettre à disposition des restaurateurs. Pour Instagram, je n'ai pas la réponse. Après, évidemment, notre logiciel connecte les différents
différents réseaux sociaux des restaurateurs. On a poussé des nouvelles fonctionnalités, je ne sais même pas si tu le sais, mais pour pousser tous les avis très positifs, les restaurateurs via directement l'application peuvent les poster sur Instagram. Donc il suffit d'un avis en anglais, il suffit d'un avis en espagnol pour être capable de le pousser positivement sur ses réseaux. Je pense que c'est effectivement une très bonne idée. Niveau restaurant? Mais pour répondre à ta question, Instagram c'est un énorme levier. On l'a expérimenté depuis moins d'1 an finalement. On avait fait Instagram. Et là on a dépassé assez rapidement les 5000 abonnés et on a dû passer par la publicité. Et The Fork nous a énormément aidé parce que forcément on a posté un article du bonbon, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, et qui nous a la part belle, et ça a créé forcément un engouement assez important autour du restaurant, qui n'a pas forcément servi directement The Fork, puisque les gens ont aussi appelé au restaurant, et on a aussi, mais qui les a servi finalement indirectement, puisque forcément les gens ne réservent pas que au pain, peut-être pas. Et donc du coup, ça valorise la marque des repas, la marque The Fork, que d'utiliser un aussi puissant levier qu'Instagram. Je pense qu'aujourd'hui, quand on est restaurateur, moi j'ai 40 ans, Instagram c'est obligatoire, c'est indispensable. Et ça me fait mal de le dire, mais c'est la réalité. C'est devenu totalement indispensable. Je crois que du côté de Sunday, on voulait rajouter un élément. Moi, je ne vais pas vous contredire, je pense qu'aujourd'hui, Instagram, c'est incontournable. Alors, tout à fait d'accord, je pense que l'Instagram, c'est incontournable, surtout pour des lieux de destination. Un petit point qui est important aussi pour les restaurateurs, et c'est plus par rapport aux avis Google, parce que c'est quand même quelque chose qui est beaucoup regardé aujourd'hui, qui est complémentaire avec The Fork et Instagram. Juste un petit conseil que j'ai pour vous, pour bien ressortir, parce qu'en général, quand vous avez des clients qui cherchent des restaurants, qui tapent restaurant 14e arrondissement, 17e arrondissement, qu'est-ce qui fait en fait qu'un restaurant va ressortir versus un autre? Je ne sais pas si vous savez. Il y a 3 éléments principaux, et donc ça c'est des choses qu'il va falloir entretenir aussi pendant la période de Jeux Olympiques. Le premier c'est le nombre d'avis que vous avez. Le deuxième c'est la fraîcheur des avis, donc ce qu'on appelle est-ce que vous avez beaucoup d'avis qui sont publiés. Et le troisième c'est la réponse aux avis. Donc c'est hyper important de répondre à tous les avis que vous avez sur Google pour ressortir aussi beaucoup plus facilement quand des gens cherchent du coup des restaurants dans les arrondissements. Sachant que, je ne pense pas dire de bêtises, sur Google, plus on va avoir de presse, d'articles, et plus on sera mentionné sur différents sites, plus on va être remonté également dans les recherches. Tout à fait. Mais il y a un algorithme qui fait, mais c'est l'algorithme Google, qui fait aussi que tous ces éléments sont hyper importants, donc il faut vraiment bien les travailler pour ressortir aussi plus et attirer un maximum de tourisme dans cette période. Je crois que le micro voulait repartir à droite. Exactement. Alors évidemment, nous on aide les restaurateurs pas que sur The Fork, on centralise toutes les réservations d'Instagram, Facebook, Google, The Fork, TripAdvisor, Michelin auprès des restaurateurs. Donc on est là évidemment pour capter aussi toute cette audience digitale qui est évidemment essentielle pour un restaurateur aujourd'hui qui a un restaurant en 2024. Et ensuite les avis vérifiés, c'est totalement vrai ce que tu dis, on a le même algorithme. Nous aujourd'hui on a plus de 20 millions d'avis vérifiés sur The Fork. On vérifie bien que la réservation a été passée et qu'ensuite la personne est venue au restaurant. Et plus on a d'avis positifs, et je te laisserai après t'exprimer parce que c'est grâce à ça que vous êtes le premier dans le top 100. Et ce top 100 qu'on fait, qu'on a lancé cette année, il n'y a pas d'algorithme derrière, c'est vraiment qui est le restaurant le plus réservé en France, donc c'est vraiment nos utilisateurs. Et évidemment, une des valeurs ajoutées de The Fork, c'est d'être en capacité d'avoir ces avis vérifiés, de pouvoir avoir des notes, de pouvoir avoir pour le restaurateur la capacité d'y répondre et depuis la semaine dernière, la capacité de partager ses avis. C'est intéressant ce que dit Pauline, parce que nous on a démarré avec The Fork en février 2017, donc c'est pas si loin que ça. On a démarré avec 0 avis, et aujourd'hui on a 19 000 avis. Donc ça fait pas mal en fait. C'est assez rassurant quand on est client de se dire, bon, 19 000 avis, a priori, même s'ils n'ont pas la meilleure note, on est à peu près sûr de ne pas passer un trop bon moment. Et c'est pas la même chose avec TripAdvisor. Même si c'est leur maison mère, on a beaucoup plus de mal à aller chercher des avis TripAdvisor que des avis The Fork, pour plein de raisons. Nous, ce qu'on a mis en place, c'est des cartes avec QR code, où en fait les clients, à la fin du repas, ils ont une petite carte, recto verso, un petit QR code, peuvent laisser un avis sur Google, peuvent laisser un avis sur TripAdvisor, et ça permet quand même de pas mal booster les avis. Alors
c'est un double tranchant, parce que nous on donne ça à tout le monde. Donc s'il n'a pas passé un mauvais moment, il mettra un mauvais avis, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est surtout de répondre aux mauvais avis s'il arrive. On ne le fait pas tout le temps, parce que parfois c'est un peu dur. Mais psychologiquement, surtout, parfois un peu d'ego. Mais il faut essayer de répondre le plus possible, parce qu'effectivement, l'algorithme, Google comme le vôtre aussi, joue énormément. Moi, j'aurais voulu savoir, et après on va passer la parole au public, un restaurant, bien sûr, c'est l'assiette, c'est un lieu, mais c'est aussi le service. On n'est pas les plus réputés, même si on a des écoles hôtelières incroyables sur la qualité du service de nos jours. C'est quelque chose, moi je recueille beaucoup d'avis également avec les gens que je rencontre, notamment auprès d'étrangers. Est-ce qu'il va falloir travailler ça, justement mettre l'accent, renforcer ça sur ces équipes au niveau de la proximité, peut-être du partage d'expérience pour aussi ensuite récolter de bons avis et ne serait-ce que des gens contents, puisque à la base, quand on est restaurateur, c'est ce qu'on a envie, c'est de faire plaisir et de faire du bonheur aux gens. Oui, mais je parlais de team building au début de la table ronde. C'est très important d'avoir une équipe qui maîtrise plusieurs langues. Parce que là, pendant les JO, franchement, être un restaurant qui a, mettons, 5 ou 6 serveurs et qui n'est aucun qui parle anglais, c'est suicidaire. Là, c'est clairement suicidaire. Donc, ce sera déjà le premier conseil à avoir, c'est débrouillez-vous pour appeler Ricardo ou un autre et avoir quelqu'un qui parle anglais, quelqu'un qui parle italien, quelqu'un qui parle espagnol. C'est les 4 langues, à mon avis, qui sont au moins les anglais, espagnol, français. Je pense que mais en dehors des langues, peut-être aussi avoir un meilleur partage d'expérience, expertise de la carte, et comme arriver à prendre le temps, même s'il y a une forte affluence, c'est pas possible. Ouais, mais là c'est là où on touche les limites justement de l'extra. C'est qu'il faut des extras, c'est important d'en avoir, surtout en période de forte affluence. Mais il faut aussi garder ses propres employés, parce que c'est très compliqué de faire apprendre à un extra en 1 heure de formation une carte, quel que soit l'établissement à la limite. Donc tout n'est pas évident. Anticiper, c'est très important. La chose que j'aurais envie de dire moi, en tant que restaurateur, c'est surtout, ça sert absolument à rien de suranticiper. Parce qu'on ne sait absolument pas du tout comment réellement ça va se passer. Donc suranticiper sur des choses sur lesquelles on n'a aucune idée, je pense que ça peut être vraiment dangereux. La seule chose sur laquelle il faut anticiper, et c'est pas chez Cisco qu'on va dire le contraire, c'est cette fameuse semaine noire entre le 19 et le 28, notamment sur les matières sèches et les produits non périssables. Pour le restaurateur, je pense que c'était le meilleur conseil, c'était effectivement de penser très important. à sortir plus tôt. On va passer aux questions dans le public éventuellement.